Cet épisode est une présentation de Clarins. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter la partie 1 de notre échange avec Marc Pistorio, qui est un psychologue médiateur hyper populaire et ce, de façon internationale. Il a entre autres écrit le best-seller « Dis-moi qui tu aimes et je te dirai qui tu es », qui décortique les différents styles d'attachement, qui résume en fait notre façon d'être avec nous-mêmes et avec les autres, surtout dans les relations amoureuses. Et aujourd'hui, je le reçois à nouveau. Oui, c'est à nouveau parce que je l'avais reçu dans le temps alors qu'on était en COVID de façon audio. Mais aujourd'hui, je le reçois pour parler de son nouveau bébé, son nouveau bijou, parents sécurisants, enfants sécurisés pour une parentalité sur mesure. On va reparler des styles d'attachement. Donc, si jamais vous n'avez pas écouté l'ancien épisode, vous pouvez rester avec moi. Ça va être hyper pertinent. Et ce, même si vous n'avez pas d'enfant ou si vous n'avez même pas l'intention d'en avoir, ça va vous en apprendre énormément sur vous-même, la façon que vous êtes et la façon que vous interagissez avec les autres, notamment dans vos relations amoureuses. Et bien évidemment, bien, le titre le dit, parentalité sur mesure, c'est une façon hyper pertinente d'adapter son éducation pour s'assurer d'élever des enfants sécurisants. Vous allez voir, il y a énormément de bienfaits. C'est un échange que j'ai, oui, décidé de diviser en deux parties parce qu'il y en avait beaucoup à dire et il a fallu qu'on arrête quand même parce que j'aurais pu continuer ça pendant des heures. C'est vraiment un bonbon comme épisode. Donc, je serai accompagnée également de deux de mes acolytes, soit Vanessa Pilon ainsi que Noémie Leduc-Vaudry, qui vont venir nourrir la discussion et partager leur vulnérabilité, leur parcours ou leur façon d'éduquer leur enfant, comme le fait Vanessa, par exemple. C'est vraiment un épisode très, très chouette. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, c'est le temps de la Minute Clarins. Et là, je ramène un produit chouchou que j'aime beaucoup, qui a été adapté un petit peu. C'est le double sérum pour le visage, mais la texture légère. Donc, si jamais vous avez tendance à avoir une peau acnétique ou grasse, c'est vraiment la texture légère qu'il vous faut adapter dans votre routine beauté. C'est un sérum qui permet vraiment de nourrir en profondeur votre peau, atténuer les premiers signes de l'âge. J'aime pas ça dire ça parce que c'est beau vieillir, mais en même temps, ça vient atténuer les petites ridules, les petites rides, va venir éclaircir votre teint, vous donner un beau glow. Et c'est un produit que j'utilise le matin et le soir dans ma routine beauté. Ça fait vraiment une différence. J'ai vraiment la peau un petit peu plus pulpeuse, je dirais. Donc, c'est un produit complètement merveilleux, disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Salut tout le monde! Allô. Bon après-midi! Bonjour. Bienvenue, Génération Sidechick de retour, Noémie, Vanessa. On ne dira pas, mais on s'est vu ce matin, dans le fond. Puis, on est ensemble tantôt, là. Et Marc Pistorio, bienvenue, Bonjour. Génération Sidechick. Moi aussi, c'est un retour. C'est un retour, Ben oui. mais en personne cette fois, parce personne. que Marc fait partie des invités que j'avais reçus à l'époque de cette fameuse COVID. Vous vous rappelez de cette chose? Un Vaguement. lointain souvenir. Puis on n'était pas encore filmés, donc on avait fait un premier podcast à Audio, distance. hein? Ouais. Audio par Zoom, c'était le fun, full efficace. La connexion était quand même pas pire. Pas mal. C'était quand même pas mal. Pas mal. Ça va être mieux quand même. Ça va être plus agréable, Ouais, j'en suis ouais, certaine. Puis on se reçoit aujourd'hui, inévitablement, on va faire un lien avec le sujet qu'on a eu la dernière fois. On va remettre la table pour ceux qui ne l'ont pas écouté, c'est pas grave. Mais on avait envie de parler de ton dernier livre qui vient tout juste de sortir, bien excité. Puis là, Noémie était comme, ah oui, ça va être intéressant ça. Est-ce que tu connaissais les styles d'attachement? Un peu. OK. Mais là, je suis allée lire les intros sur votre site. OK, ça aide. Donc, hein? sécurisant et sécurisant. Ouais. Oui, bien clairement, moi, insécurisant. Malheureusement, là. OK. Anxiété On va d'abandon. pouvoir en mais j'ai- parler. ouais. Il y avait vraiment... j'ai Il y a plein un de lien questions, avec- il y a plein de ouais, ouais. choses. Là. Aujourd'hui, c'est une thérapie gratuite offerte par Marc. Absolument. C'est pour ça que je suis ici. Hein? C'est difficile d'avoir un thérapeute Tout de à ces jours-ci. fait. Tout à Oui, fait. on est en pénurie au Québec. Ah ouais, c'est ça. Mais l'approche du livre, oui, on revient sur les styles d'attachement, mais je vais dire l'ajout, parce que c'est comme une notion qui me manquait à l'autre, mais on s'entend qu'il faut entrer de jeu. C'était vraiment plus axé sur les relations amoureuses. Ah oui, tout à fait. Ça, Et c'est- là, on est vraiment dans l'éducation Ouais. des enfants, comment savoir, être un parent
sécurisant, mais aussi comment s'assurer qu'on élève des enfants qui vont devenir sécurisants à leur tour. Ouais. Donc, j'ai presque tout lu. Je l'ai posté sur mes réseaux sociaux. C'était comme une joke. J'ai tout surligné. C'était comme, tout était intéressant. J'ai fait, mais finalement, rendu là, tu sais, je veux juste me l'écouter pendant que je dors, ça va rentrer dans ma tête. Il aurait fallu qu'il le fasse paraître déjà souligné. C'est ça. Ouais. C'est comme, j'ai ri, là. J'étais comme, mais ton surlignant ne sert à rien. Finalement, tout était intéressant, mais je dois avouer, c'est extrêmement bien vulgarisé, Marc, bravo, là. Ouais. Vraiment. Si on repart de la base, là, parce que c'est sûr qu'il y en a qui sont comme, mais c'est quoi ça, des styles d'attachement? Ça part de où, cette histoire-là? C'est vraiment, ça part de la relation, en fait, souvent on dit mère-enfant, parce que la première figure d'attachement, c'est la personne qui donne le plus de soins au nouveau-né. Ouais. Donc, on pense à la mère, mais ça pourrait être le père, ça pourrait être une tante, un parent adoptif. Vraiment, c'est la personne qui donne les soins le plus souvent et qui crée un lien qui est vraiment fort et durable avec l'enfant. Donc, si le parent répond bien aux besoins, s'il décode bien les besoins de l'enfant, puis qu'il est là pour le sécuriser, à chaque fois que l'enfant, par exemple, a besoin de réconfort, parce que c'est ça le style d'attachement, hein, c'est une connexion au moment où l'enfant a besoin d'être réconforté. Donc, si le parent répond bien, il décode bien, en fait, le comportement de l'enfant, à ce moment-là, à répétition, peut-être 15 millions d'interactions entre la mère et l'enfant au cours de la première année. Quand même. C'est donc la première année seulement. Mais là, on parle de quoi, interaction? On parle de prendre son enfant, le mettre à son sein, par exemple? À chaque fois qu'elle lui parle, qu'elle le prend dans son sein, qu'elle lui change une couche, qu'elle le regarde et que l'enfant la regarde en retour, ça, c'est une interaction. Wow! De juste entendre ça, on dirait que ça vient de calmer mon anxiété de mère, de me dire, si j'en rate quelques-unes sur 15 millions... Absolument. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement ça. L'idée du livre, c'est comment déculpabiliser les parents. Comment faire en sorte que les parents se disent, finalement, je suis peut-être plus compétent qu'on me le laisse entendre. Ouais. C'est pour ça que c'est pas un livre de recettes, c'est pas un livre qui présente une autre approche. Moi, je me suis mis dans la tête d'un parent et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aimerais avoir? J'aimerais avoir une information objective. Ouais. J'aimerais qu'on me dise, la recherche montre ça. Les cliniciens qui travaillent avec des enfants tous les jours montrent ça. Ensuite, faites votre choix, trouvez votre recette. Pas en fonction de quelque chose qui vous plaît à lire, mais qui ne vous convient pas à votre personnalité, qui ne convient pas à la personnalité de l'enfant, mais quelque chose au contraire qui vous ressemble. Et donc, les styles d'attachement, si la mère lit bien les comportements de l'enfant, à force d'interaction, il développe une sécurité, il peut s'éloigner d'elle parce qu'il sait que quand il se rapproche d'elle, il va avoir de l'affection, elle va être là. L'insécurité, c'est que toute l'expérience, enfin l'expérience de tous les enfants n'est pas celle-là. Il y a des enfants qui ressentent que parfois le parent est là, parfois il n'est pas là, il décode mal son besoin, et ça génère chez certains enfants une anxiété. Ils se disent, comment faire pour que mon parent soit là? Et ces enfants-là, ils vont avoir tendance à vouloir se coller à leurs parents, physiquement, en fait, d'activer, comme on dit, leur système d'attachement. Et ça génère une anxiété qui est celle de, si je ne suis pas collé à mon parent, peut-être que mon parent va m'abandonner, peut-être qu'il va disparaître, parce qu'un enfant doit apprendre que son parent va être là. Il ne le sait pas à la naissance, ça fait partie du développement. Puis le troisième style, donc ça c'est un style d'attachement anxieux. Le troisième style, c'est le pendant, en fait, le revers de ça. C'est l'enfant qui, tout à coup, pleure ou a besoin d'être réconforté. Sa mère ne vient pas, mais en plus de ne pas venir, elle dévalorise les expressions d'émotions qu'elle considère comme négatives. « Oh, tu vas pas pleurer. Ah, tu vas pas... T'es pas un bébé. Arrête-moi ça. » Ou elle ignore complètement ces comportements-là. Par contre, elle valorise beaucoup les comportements positifs, de joie, des émotions positives. Donc, ce que l'enfant apprend, c'est si je vais pas bien, il faut que je m'organise tout seul parce qu'il n'y aura personne pour moi. Quand je vais bien, par contre, là, je suis en relation avec mon parent. Et ça donne en fait un style d'attachement évitant de l'enfant qui se dit, dès maintenant, comme pour le reste de ma vie, je vais m'organiser tout seul. Quand on parle de cet évitement, c'est l'évitement de l'intimité. Ouais. Et pour les enfants anxieux, c'est l'anxiété d'abandon. Okay. Et ça, ce qu'on a montré, après je m'arrête de parler, comme ça vous aurez toutes les bases, c'est que ce style d'attachement qui est développé dans les 24 premiers mois de la vie crée une empreinte qui ne devrait pas changer et qui est le prélude du choix des partenaires amoureux 15-20 ans plus tard. Et ça, c'est fascinant. J'avais tellement aimé ça. En plus, au moment où j'avais lu ton livre... Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es. Exact. J'étais dans une relation
hyper toxique. Je me souviens. Puis moi, j'ai fait comme, là, on va faire le test. Là, j'ai sorti le petit, il y avait un test dans les... Là, j'ai fait le test, puis là, j'ai évalué nos styles d'attachement, puis j'ai fait, mais il est là le problème, dans le fond, c'est parce qu'on se complète vraiment pas. Chez l'autre. Oui, fait que là, moi, j'essayais de l'aider à partir de là. Ben non, mais moi, j'étais plus anxieuse, puis lui, il était évitant, puis on se comprenait pas dans nos besoins, tu sais. Puis, en tout cas, bref, mais j'avais trouvé ça fascinant parce que j'ai été capable, concrètement, au lieu de juste faire comme... Tu sais, tu donnes le blâme sur l'autre ou sur « Ah, la relation ne fonctionne pas ». Ouais, mais là, c'est tangible. Je sais que la relation est non fonctionnelle parce qu'il y a des blessures qui sont pas capables de cohabiter ensemble. C'est ça. Fait que là, ça a fait en sorte que, j'ai énormément pardonné. En fait, j'ai tout pardonné à cette personne que je revois puis je l'affectionne encore. Puis je suis très heureuse qu'il soit heureux et tout ça. Oui. Ça a fait que j'amène pas une certaine amertume avec mon souvenir. Je suis comme, on était juste dépersonnalise, j'ai l'impression. On voit juste comme un peu la mécanique derrière tout ça. Puis on dirait qu'on a plus d'empathie, puis de détachement, puis d'acceptation aussi. Moi aussi, j'ai lu ton livre il y a quelques années. Pareillement, quand j'étais dans une relation qui était, ma foi, peut-être pas très saine. Puis ça a vraiment clarifié quelque chose. Puis après ça, j'ai trouvé un autre partenaire sur d'autres bases. Mais les deux, on est de style d'attachement anxieux. Mais juste être capable de le voir, puis de le nommer, on sait comment interagir avec ces parties-là de l'autre. Puis ça a complètement changé la donne. Mais là, nous, on est devenus parents ensemble. Et là, moi, je me suis mise à être très anxieuse de ne pas transmettre, tu sais, de ne pas être sécurisante pour mon enfant. Donc, quand j'ai vu que le livre sortait, j'étais comme, enfin. Alléluia. Mais oui, mais vraiment, puis en fait, ce qui m'a surpris, c'est que je me suis dit, bon, ben moi, je dois devenir alors... Je vais faire le contrepoids puis devenir extrêmement sécurisante pour ma fille. Et là, je me suis mise à devenir très dans l'anxiété de performance moi-même puis de devenir une mère qui voulait rentrer dans un mood, donc de lire la bonne recette, là, je mets des guillemets. Mais ça, c'est aussi le trait d'une personne plus anxieuse. Exact, La performance est... Voilà. Oui, tout à fait. Alors que l'idée, au fond, c'est d'apprivoiser que je ne suis pas parfaite et c'est très bien comme ça. Par contre, ce que mon enfant va sentir, c'est que vraiment, j'essaie. Ouais. J'essaie d'être la meilleure que je peux être. Hein. Je vois que ça te... Oui, sinon, ça me fait du bien. Ouais, ça me fait du bien, puis ça me bouscule aussi parce que j'apprends à le faire, puis je l'expérimente aussi avec mon enfant parce que là, elle a 5 ans maintenant, donc elle est capable quand même de raisonner, de comprendre certaines choses, de mettre des mots, puis là, de moi m'excuser ou de faire hey, « j'ai vraiment essayé, mais ça n'a pas fonctionné », puis elle apprend que c'est possible aussi, puis maintenant, on dirait que je commence à me calmer. Ça paraît peut-être pas en ce moment, dans la manière dont je parle, mais oui, effectivement. Non, mais tout à fait. Mais je trouve que ça, c'est déjà un discours plus sécurisant. Puis l'idée, hein, c'est vraiment, d'ailleurs, la première phrase du livre, hein, c'est que les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Les enfants ont besoin de parents qui savent qu'ils ne le sont pas. Pour moi, ça, c'est fondamental, quoi, cette base. Puis l'autre apport du livre aussi, c'était de dire aux parents, ben, voici les stades de développement aussi de l'attachement. Ça passe par telles étapes. Ça passe, à tel âge, il est comme ça. Et de mettre ça en lien aussi avec des pratiques que les parents vont devoir évaluer. Comment j'exerce mon autorité parentale? Est-ce que je suis à l'aise avec la gestion des émotions? Quand il y a des conflits, comment j'évite les conflits ou... Et ça détermine la parentalité, le style permissif ou autoritaire. Et à chaque étape aussi, ça change. Absolument. Parce que les défis sont différents. Il y a pas... L'autorité, elle n'est pas présente quand tu as un enfant d'1 an. On n'est pas encore dans l'autorité. Bien sûr. J'ai envie, parce que j'avais comme envie de rebondir. J'étais comme, mais ça fait partie des choses d'ailleurs que tu mentionnes dans le livre, que la première étape, c'est de s'auto-analyser pour voir qui je suis, puis c'est quoi mon style d'attachement. Exact, c'est quoi mon parcours? Fait que de là, d'avoir une discussion avec nos parents, comprendre peut-être un petit peu plus. Est-ce que vous l'avez déjà eu, ça? Parce que là, je sais que toi, on va en revenir. Je suis comme, j'étais curieuse aussi par rapport à ça, parce que Noémie, elle a été adoptée. Puis, rappelle-moi à quel âge tu as été adoptée? À 3 mois. À 3 mois. Mais c'est ça que moi, je trouve vraiment étrange, parce que déjà, en lisant l'introduction, clairement, je suis dans un style insécurisant. Je fais énormément d'anxiété, puis d'anxiété de séparation, peur d'abandon et tout. J'ai beaucoup cheminé, mais c'est vraiment ancré en moi. Mais c'est les 3 premiers mois de ma vie, puis je me dis, c'est fascinant de savoir à quel point ça a pu avoir un impact, parce qu'après ça, de 3 mois au reste de ma vie, j'ai eu des parents super présents, super sécurisants, super à l'écoute, mais on dirait que le mal était déjà fait dans mon cas les 3 premiers mois de vie, mais j'ai aucune idée de ce qui s'est passé pendant ces 3 mois-là, mais probablement que j'ai manqué de présence ou j'ai pas été assez rassurée, parce que clairement, ça a laissé effectivement sa marque sur moi, malgré tout ce qui s'est passé après. Il y a déjà beaucoup d'éléments dans ce que tu apportes, hein, mais c'est sûr que c'est un début de vie difficile. Parce que, indépendamment de 3 mois, on ne se souvient pas, et les gens ont tendance à penser,
j'avais 3 mois, c'est pas possible que ça ait une empreinte. Sauf que, justement, tous les traumatismes qui ont été vécus avant les mots sont plus difficiles à traiter. Parce qu'à 3 mois, on n'a pas de mots, mais on a une empreinte émotionnelle qui s'ancre en soi. Donc, qui est plus de l'ordre de l'inconscient. C'est-à-dire que c'est présent, ça n'est pas identifié par la personne, mais ça va s'exprimer au quotidien dans certaines relations avec certaines personnes qui agissent à titre de déclencheur. Donc, c'est ça qui est difficile, en fait, hein, c'est qu'on ne pourra pas à ce moment-là travailler le souvenir parce qu'il n'y a pas de souvenir conscient. Mais je pense que l'apprentissage, c'est celui de, à partir du moment où j'identifie qu'il y a des déclencheurs anxieux, où il y a des relations qui sont plus difficiles avec certaines personnes, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux reconnaître ça? Et déjà, la première idée, même si elle est un peu contre-intuitive, ça serait de le reconnaître dans le corps. Pourquoi dans le corps? Parce qu'il y a des symptômes qui vont s'annoncer, qui ne passent pas par les mots, comme à 3 mois. Donc, il faut revenir à l'expérience de cet âge-là, qui était une empreinte plus au niveau du corps, du ressenti, de la contraction, de l'accélération du rythme cardiaque. Et tout ça, en fait, ça peut se mesurer aujourd'hui. Si, par exemple, tu rencontres des gens avec qui tu identifies que je ne sais pas ce qui se passe, il n'y a pas de mots. Je ne me l'explique pas, il n'y a pas de mots. Par contre, je ressens que je ne vais pas bien. Et l'idée de « je ressens que je ne vais pas bien », tout devrait s'arrêter là en se disant « ok, c'est ça que je dois traiter tout de suite et d'abord, je dois revenir à un niveau de moindre anxiété, je dois revenir à un plus grand calme. Après, je réfléchirai, après, je verrai pourquoi cette personne, qu'est-ce qu'elle déclenche. Mais la première étape, ça pourrait être celle-là pour toi. Ça serait de reconnaître... Très intéressant. Absolument. Par rapport au absolument. corps. Ouais. Ça, c'est la phase de 0 à 3 mois pré-attachement, mais il y a également quelque chose qui se passe dans l'ultra-utérin, là. Ah oui, aussi. tout à fait. On peut pas parler, mais... Tout à fait, oui. Et puis, il y a quand même... En fait, je disais dans Dis-moi qui tu aimes, hein, qu'on est au moins 3 fois et on est déjà un enfant, un bébé né avant de naître. Tu le sais pour les gens qui ont eu des enfants, en fait, il y a ce fantasme, les projections qui commencent à faire exister l'enfant. Mais on peut se dire, dans ton cas par exemple, quel a été le fantasme, la projection de ta maman? Mais tu sais, je sais que ta mère, dans les circonstances, puis je ne vais pas parler pour toi, non, mais tu sais, c'est juste, elle est née dans les circonstances où elle n'avait pas le droit d'avoir un enfant. Fait que tout le long qu'elle a porté l'enfant, elle était en anxiété. Bien probablement. Mais on Bien. peut assumer ça. Oui, on peut assumer. On peut vraiment assumer ça. En anxiété, et tout enfant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut être aimé pour ce qu'il est, il veut être accepté pour ce qu'il est, inconditionnellement. Mais c'est quoi le début de vie d'un bébé qui n'est pas désiré? Qui n'a pas le droit de vivre? Forcément, intérieurement, ce bébé-là, il intègre que j'ai peut-être pas le droit de vivre, donc pas le droit d'être heureuse, donc pas le droit de... Donc, moi, je pense que tu portes aussi ça. Oui, probablement. Ça se peut vraiment, ça résonne avec plein de choses. C'est vrai? Oui, Est-ce que ça résonne? Ouais. Oui, vraiment. Parce que, tu sais, aussi dans le livre, tu disais que, tu sais, justement, dans cette phase de pré-attachement, par rapport vraiment au style d'attachement, pas le pré-attachement de... Vraiment, on parle du domaine psychologique, mais tu sais, du développement, sauf que le toucher il est hyper important parce que, justement, les mots, on les comprend pas. Mais tu sais, je présume que toi, dans le 0 à 3 mois, tu étais sur, je sais pas, une pouponnière, comment ils appelaient ça? Moi, en plus, c'est compliqué, mon histoire, parce que j'ai été amenée à l'orphelinat. Puis là, j'ai été transposée dans une famille d'accueil, puis j'ai été retransposée à l'orphelinat. Fait que, il y a eu quand même beaucoup de mouvements. Puis après ça, ben là, c'était... Fait que je présume que, tu sais, c'était pas nécessairement des gens qui étaient toujours en train de te flatter ou très confortés dans le toucher. Ben c'est sûr comme quelqu'un qui était 100% disponible. C'est sûr. Puis à l'orphelinat, on est 4-5 par petit bassin. Puis, tu sais, ils sont short staff un peu, là. Fait que, c'est sûr, ils sont peut-être 3-4 intervenants, puis ils s'occupent de tous les bébés, puis il y en a des dizaines. Je citais, en fait, cet exemple qui est terrifiant, en fait, d'une étude qui avait été faite par les nazis. Au moment, en fait, où ils récupéraient des bébés juifs, il n'y avait plus de parents, en fait, mais il y avait beaucoup de bébés. Et l'expérience qu'ils ont faite, c'est qu'ils nourrissaient, en fait, les bébés, mais ils disaient aux personnes qui nourrissaient les bébés de ne pas les regarder, de ne pas les toucher. Oh, mon Dieu. Tous les bébés sont morts. Oh, mon tous. Dieu. Moi, je me sens pas bien. Et ça nous dit à quel point c'est important. On ne peut pas vivre simplement. On a besoin d'être touché, on a besoin d'être caressé. C'est ça qui nous fait exister, c'est ça qui nous fait ressentir que, OK, je compte pour quelqu'un. Même si on est des individus, un bébé ne peut survivre que s'il sait qu'il compte pour quelqu'un. Sinon, il touche à sa pulsion de mort.
hein, qui est complètement à l'opposé de la vie, en fait. Donc, c'est la relation à l'autre qui nous donne la vie, en fait, et c'est ça qui compte. Fait que c'est pas juste mon langage de l'amour là, qui fait que j'ai besoin d'être touchée. Absolument pas. C'est beaucoup plus complexe. Absolument pas. D'ailleurs, on voit que les couples dysfonctionnels, la première chose qui disparaît, c'est qu'ils ne se regardent plus, ne se touchent plus. Ça a été mesuré. Wow, quand même. Parce que le regard, c'est déjà une connexion. Hein. Quand on se regarde, on est en lien. Les styles d'attachement évitants, hein, c'est souvent des gens d'ailleurs qui ont du mal avec le regard. Oui. Puis on parle vraiment vraiment de l'attachement, on parle de la vie au sens large, mais il y a des répercussions également sur le développement du cerveau. Si un enfant en bas âge il ne peut pas avoir une restriction par rapport à la chaleur humaine et la connexion, qu'est-ce que ça fait dans le cerveau? Qu'est-ce qui se bloque? En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ça déstabilise et ça dérègle le système nerveux central, par exemple, sympathique, parasympathique. Parasympathique, c'est ce qui régule notre calme, notre capacité de rester au calme. Comme là, on est relativement calme. Le système sympathique, c'est un système qui, justement, nous donne l'énergie de faire des choses, de se mobiliser, de se motiver. Puis on s'est rendu compte que lorsque le style d'attachement, en fait, est insécurisant, les enfants restent pris avec une charge émotionnelle qui est trop intense et ils ne savent pas quoi en faire. Et ça fait que ça génère en eux un système de dérégulation qui fait en sorte qu'ils ne sont jamais calmes, qui ne sont jamais vraiment détendus. Ou à l'inverse, parce qu'ils sont dans les extrêmes, tout à coup, ils vivent des périodes d'affaissement où ils ne sont pas motivés, ils ont du mal à s'activer, ils sont plutôt résistants. Les parents vont dire « mais allez, mais écoute, mais j'arrête pas ». Et cet enfant-là, en fait, n'a pas assez d'énergie parce qu'il n'arrive pas à se motiver. Son système nerveux ne répond pas de façon adéquate aux besoins des situations. Ce que ça crée, malheureusement, c'est que comme les parents ne savent pas, et c'est ce que je voulais dire aussi dans les... N'attendez pas de vos enfants des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Oui, comme arrête de pleurer. Ils ne sont pas capables de raisonner là, en bas âge. Puis essayez d'y penser, en fait. On est en colère avec quelqu'un et puis la personne vous dit « mais calme-toi, mais arrête de t'énerver ». Pensez-vous qu'il y a un adulte qui dit « ah, j'avais pas pensé, c'est vrai, maintenant je me sens super calme ». Merci du conseil. Alors nous, on n'y arrive pas, on est adulte, on est censé avoir plus de moyens. Imaginez un enfant, c'est impossible. Ou un enfant qui est égocentrique, puis qui prend tous ses jouets. Ils sont à moi les jouets, puis il veut pas partager. Puis les parents se disent « ah, quelle horreur, il est égoïste ». Il n'est pas égoïste. Il a 5 ans, il est égocentrique et c'est tout à fait normal. Le parent va lui apprendre à se socialiser, puis à dire, tu sais, il faut prêter. Mais c'est le rôle du parent de socialiser l'enfant. L'enfant ne naît pas social. Oui, c'est comme si on était déçu de notre enfant s'il ne portait pas ces qualités-là. Puis c'est comme oui, c'est pas inné, c'est à apprendre. Puis on dirait qu'on ne le sait pas comme parent. Je fais juste écho à mon parcours de mère. On a une accompagnante à la naissance, on sait comment accoucher. Il y a des bases physiologiques, on dirait, mais les besoins émotifs puis les stades de développement, c'est pas encore vraiment. C'est manquant. C'est manquant. Puis là, on se fie, moi, j'ai parlé pour moi, mais les livres, c'est une grande ressource. Mais Instagram, on a des petits bouts, donc on prend des choses, puis on se construit une espèce de réalité parentale qui est souvent pas réaliste. Mais moi, ce que je me demandais, puisque vous êtes plus jeune, hein, donc vous êtes dans justement les médias sociaux et tout ça, est-ce que ça vous rend confuse parfois par rapport aux recherches que vous faites pour avoir quelques réponses, ou est-ce que c'est vraiment aidant? Moi, personnellement, je ne fais pas mes recherches beaucoup sur Instagram. Sur Internet, pas sur les réseaux sociaux, à tout le moins, parce que, à moins que ce soit des pages de sources fiables ou cette dite actualité qui est malheureusement n'est plus cachée en ce moment par le système. Mais, tu sais, il y a quand même... Je vais aller chercher mes informations sur des sources fiables. Il y a des personnes avec qui je pense que je vais plus aller m'identifier émotionnellement à une personne qui me ressemble ou « ah, je sais qu'on vit tel enjeu mais de là à dire que c'est une science infuse puis je vais l'intégrer, exemple, dans l'éducation de mon enfant... Ça dépend. Mais si j'ai exemple, j'ai pas d'enfant, mais je vais faire une référence à mon chien. Si j'ai un maître canin qui dit tel truc, si votre chien jappe, je vais peut-être l'écouter parce que c'est un maître canin. Ça a du sens, que la somme des conseils qu'il donne, d'habitude, ça a du sens puis ça te parle, c'est ça qui fait. Mais je pense que c'est un médium qui est porteur. Là. Oui, 100%. Mais c'est qu'on veut résumer, on veut faire du contenu rapide sur les médias sociaux. Donc, des fois, c'est juste un petit bout, mais on n'a pas toute la mise en contexte. C'est pourquoi est-ce que c'est cette phrase-là qu'on doit dire à notre enfant? Bien là, moi, je la dis, puis je regarde avec ma fille, puis je me dis, mais ça fonctionne pas, c'est un conseil.
c'est pas un bon conseil. Mais tout ça, alors, je pense que s'il y avait plus de substance autour, puis le contexte, c'est peut-être ce qui est manquant des fois, parce que moi aussi, là, on veut rapidement 3 façons d'être un meilleur parent, là, ou je sais pas, d'être un parent bienveillant. Puis là, tu appliques, puis c'est vrai que ce sont de bons conseils, mais justement, on manque peut-être de notions au préalable. Je trouve que ce sont des bons rappels. Tu sais, moi, des fois, de les voir passer dans mon fil Instagram, je fais c'est vrai, aujourd'hui, j'ai dit cette phrase-là, mais j'ai oublié que dans ce que j'ai envie d'instaurer dans notre relation parentale, c'est peut-être pas la même façon de communiquer. Donc, je pense que d'avoir fait la recherche au préalable, c'est juste un petit rappel, mais si c'est que ça, la pièce d'information, peut-être des fois, ça devient un peu mélangeant pour les parents, effectivement, puis des fois aussi un peu anxiogène, parce qu'il y a une espèce de... Tu te dis, bien, c'est des recettes pour être le bon parent, puis si moi, j'arrive pas à ce statut-là de bon parent, bien, je vaux rien. Donc, je pense que c'est un moment... On est beaucoup, comme beaucoup d'humains en ce moment, très isolés comme parents. On essaie de s'arranger de notre côté, puis on veut un peu se... Moi, je veux me dissocier de la façon dont mes parents m'ont élevée. Bien, je ne suis pas en réaction au complet, mais il y a des choses que je trouve qui n'étaient peut-être pas adéquates. Puis je veux juste progresser. Je sens que je suis le pont entre la génération précédente, laquelle j'ai hérité des choses, et je suis le pont vers la prochaine. Donc, qu'est-ce que moi, je vais guérir en moi puis transmettre, tu sais. Mais à partir de là, c'est que je ne sais pas vers quoi me retourner. Ça devient mélangeant. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Il y a une masse d'informations. Puis aujourd'hui, si on veut être ignorant, c'est vraiment parce qu'on le veut, parce qu'il y a énormément d'informations. C'est un choix d'être ignorant, là, si tu veux pas. Donc, c'est présent, c'est juste que c'est partout, c'est désorganisé. Il faut faire son tri, j'imagine. Il faut filtrer. Mais tu vas aimer le livre à Marc, Vanessa, parce que il y a des choses très concrètes, précises, mais qui sont accessibles à tous. Par exemple, on revient encore au stade pré-attachement, mais c'est de caresser son enfant, d'y parler, de le regarder, d'interagir. C'est des choses que tout le monde est en mesure de faire. Puis enfin, je disais aussi, devenez l'observateur bienveillant de votre enfant. Parce que, en fait, et puis je me dis, on n'entend pas ces conseils-là. Mais au fond, la réponse, elle est quand même à la source. Et la source, c'est l'enfant, en fait. Comment développer une parentalité si on ne regarde pas les réactions de son enfant? Et s'il y a plusieurs enfants d'une même fratrie, je veux dire, en fait, de développer une éducation par enfant. Il ne faut pas faire plus, il faut juste faire différemment. C'est ça l'idée, quoi, en fait. C'est que si on observe un enfant, puis qu'on se rend compte que c'est un enfant hyper sécure, en fond, il explore, il vient chercher sa dose d'affection quand il en a besoin, il repart. Ben, je me dis à ce moment-là, cet enfant-là, il faut le laisser expérimenter. Mais si c'est un enfant insécure, en fait, qui est plus collé à soi, qui pleure plus souvent, ben, là encore, pourquoi on va appliquer les mêmes méthodes éducatives alors qu'il a besoin, cet enfant-là, d'être sécurisé et à ce moment-là, de lui permettre d'accéder à sa propre liberté. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller à la base et à soi, et vis-à-vis de soi aussi. Comment on est, par exemple, avec le fait de poser un cadre et de le faire respecter. Il y a des parents qui sont, je regardais ça aussi, des mamans qui sont monoparentales, en fait, et qui disent, c'est difficile parce qu'au fond, je travaille beaucoup, je suis dans la trentaine, je suis en pleine construction de ma carrière professionnelle, je laisse beaucoup mon enfant au service de garde ou à l'école, puis au service de garde. Puis quand je rentre et que je suis fatigué et que je ne suis pas disponible à jouer avec, ben finalement, je me sens coupable. Puis du coup, en fait, parce que je ne veux pas être un policier ou une policière qui le limite, ben je réalise que je suis plus permissif que ce que je voudrais. Et c'est un dilemme, parce qu'au fond, elles se sentent coupables de ne pas être assez disponibles, mais elles se sentent aussi coupables de réaliser qu'elles acceptent des choses qui ne devraient pas être. Ben, tout à fait. Donc, dans ces cas-là, en fait, je dis en fait aux parents, c'est sûr qu'il y a des choix à faire. Puis il y a peut-être aussi des sacrifices à faire ou à réaménager les choses. Mais l'idée, c'est pas d'être trop permissif. Ça vaudrait quand même le coup de poser certaines limites parce que l'enfant en a besoin et de lui rappeler dans une colère qui est contenue. Mais c'est pas pour compenser en fait un manque que du coup, on crée une autre difficulté chez l'enfant, quoi, en fait. Effectivement. Oui, puis c'est inconfortable comme parent, des fois, d'imposer une limite parce que ça va venir avec de l'opposition de l'enfant, de la déception, des pleurs, de la colère. Puis si on n'est pas bien avec ces émotions-là, qu'on n'est pas à l'aise d'être un contenant pour ça, bien, on veut les éviter. Puis c'est là que ça devient un peu compliqué. Un des rôles importants, en fait, du parent, c'est d'être le régulateur émotionnel de son enfant. Ça veut dire que
Si on ne vous a pas appris quand vous étiez très jeune à réguler vos émotions, à savoir qu'est-ce que je fais avec ma colère, qu'est-ce que je fais avec mon anxiété, qu'est-ce que je fais avec la tristesse, à ce moment-là, vous restez dérégulé. C'est ça aussi, la dérégulation. Là, je me dis tout de suite, il y en a qui sont comme, OK, c'est bien beau. Comment on fait pour réguler des émotions? On en parle, on explique, on invite la personne à évoquer le ressenti. Est-ce que c'est juste déjà, c'est vraiment une bonne idée que d'apprendre à l'enfant à mettre des mots sur ses émotions. Parce que c'est quand même ça qui nous distingue des animaux. Hein? C'est-à-dire que, un petit rappel, si on est très, très en contact avec son cerveau reptilien, celui qui est juste en bas du cou, là, le cerveau reptilien, c'est notre plus vieux cerveau, il n'y a pas de mots. C'est un cerveau qui se mobilise, qui analyse les situations en 100 millisecondes. C'est plus vite qu'un clignement d'œil, ça. Wow, quand même. J'évalue, en fait, OK, la situation, là, tout va bien, j'ai rien à faire. Par contre, j'évalue une expression du visage, du corps, je me sens pas bien, je réagis. Là, c'est instantané que les muscles se contractent, l'accélération du rythme cardiaque, de la respiration. Je suis prêt à l'attaque. Absolument. Les 3 réponses au stress. À attaquer, à fuir ou à figer. Et là, je ne sais plus quoi faire, plus quoi dire. Ça, c'est vraiment... Donc, on doit parler à son cerveau reptilien parce qu'on n'est pas dans la savane, il n'y a pas de danger. Et d'essayer d'investir plus le cortex frontal, le front, donc. Et ça, c'est la capacité de nuancer, de mettre des mots, de relativiser les situations. Et à ce moment-là, en fait, on doit apprendre à l'enfant à gérer ses colères. Déjà, de toute façon, c'est toujours l'idée de traiter d'abord l'émotion, après le contenu. C'est pas la peine d'essayer de dire à l'enfant « Mais pourtant, je t'ai expliqué, je t'ai dit, tu refais la même chose et tout. » Ça sert à rien. L'idée, c'est calmons d'abord l'émotion et ensuite, on va revenir, on va lui dire « Tu sais, tout à l'heure, maintenant, je vois que ça va mieux, mais je veux te dire... » Et plus l'enfant est jeune, il faut être le plus bref possible. Parce qu'il y a des parents qui partent dans de longues conversations. Et ils sont moralisateurs dans leur discours. Et on voit les enfants, ils sont comme ça, et ils se disent quand est-ce que ça se termine. Ils n'écoutent même plus. Non, ils n'écoutent plus, en fait. Donc, comment on gère ses émotions? Déjà, en les reconnaissant. On ne se trompera jamais à calmer un enfant, à se calmer soi-même. Parce qu'à ce moment-là, si vous vous calmez vous-même, on peut dire à un enfant, ça me met en colère quand tu fais ça. On n'a pas besoin de hurler. Un parent, c'est déjà impressionnant pour un enfant, avec sa voix, avec sa stature, avec sa grandeur. Donc, l'idée, c'est simplement de lui dire qu'on est en colère. Si on n'est pas capable de se réguler comme adulte, on demande l'aide du conjoint. On fait pause pendant 2 minutes, on se tait, on ne traite pas tout de suite. Quand on est plus calme, la colère, c'est toujours un pic, mais ça va toujours descendre. On est toujours gagnant à un moment donné, si on réussit juste à s'arrêter. C'est vraiment le plus dur, c'est de faire pause dans les moments où on est en colère. Mais si on réussit à faire ça, à ce moment-là, ce qu'on montre à son enfant, c'est que les colères, on peut les contrôler, mais on ne les nie pas. On doit en parler ensuite. Et on doit même aller plus loin, on doit se dire, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? Tu sais, on en a parlé de ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Je peux t'aider. Quand un enfant est complètement dérégulé, des fois, les mots ne servent plus, mais ça peut être de venir... Veux-tu que je te prenne dans mes bras, de lui mettre la main sur l'épaule, pouvoir du toucher, en fait. Et si un enfant ne veut pas, on le laisse, on reste à côté et on reprend. Et on ne lâche pas. 1 minute plus tard, 30 secondes plus tard, à un moment donné, l'enfant va se calmer. Donc, de le chicaner parce qu'il y a une situation de crise, whatever, puis de le mettre dans un coin. C'est terrible. C'est l'horreur. J'ai vu ça souvent. C'est horrible. Exactement. Puis, c'est intéressant que tu dis ça parce qu'il y a vraiment une approche en ce moment en France qui fonctionne beaucoup, qui est l'approche d'une psy, justement, qui recommande, même autour de très tôt, avant l'âge de 1 an, si un enfant est dérangeant, on a donné trop souvent la parole aux enfants, prenez-le, mettez-le dans une chambre, fermez la porte, ne le laissez pas sortir, n'allez pas le consoler, laissez-le pleurer jusqu'à ce qu'il s'arrête de pleurer. J'ai mal. C'est terrible, hein? Oui. Mais vraiment, c'est une approche qui devient populaire. Moi, j'ai un souvenir de ça, puis là, j'en parle à ma mère. Ma mère, elle raconte ça comme c'est une anecdote qui est drôle, puis je suis comme, je ne suis pas sûre que c'est drôle. Je pleurais tellement qu'elle m'avait enfermée dans la chambre, je criais, la police est débarquée, puis ils pensaient que mes parents me battaient.
pour te dire à quel point ma mère n'était pas capable de gérer ce qui se passait dans mon petit cœur. Je sais pas ce que j'ai fait. Peut-être que c'est une banalité, Cathy, tu mangeras pas de dessert, puis j'ai pété une coche, mais quand même. Mais t'étais dans un état bien. Clairement pas. Que la police, les voisins ont appelé la police, comme je devais crier. C'est ça. Vraiment. Il n'y a pas une raison qui fait que l'enfant a plus le droit de pleurer ou de pas pleurer. C'est pas parce que c'est grave qu'il a le droit de pleurer. Un enfant a le droit de vivre ses émotions, comme nous tous d'ailleurs. Ils sont valides, Tout à fait. Et puis, ça marche en couple comme avec les enfants. C'est ça que tu ressens? Ça me fait de la peine pour toi. Ou ensuite, on va se parler du pourquoi, du déclencheur. Mais nos émotions, on n'a pas à nous dire « tu ne devrais pas ressentir ça ». Tu ne devrais pas te sentir comme ça. Mais non. J'ai une question par rapport à valider les émotions des enfants. Parce que là, ma fille, comme je disais, elle a 5 ans, elle est en maternelle. Elle comprend quand même un peu la base, mais tu sais, quand elle vit une émotion, je me dis, est-ce que... Des fois, je sens que je veux lui mettre, tu sais, mettre une étiquette sur son émotion, puis je vois que c'est pas ça, ou qu'elle veut pas que ce soit ça, ou si je lui demande, elle me répond pas c'est quoi l'émotion. Tu sais, comment est-ce qu'on valide l'émotion d'un enfant? Puis je sais pas, peut-être que mes attentes... Je vais lire le livre, là. Ça va peut-être répondre à la question. Mais à quel moment on peut s'attendre à un enfant qui a une conscience de ses propres émotions, puis qui puisse mettre une étiquette ou un mot? Puis est-ce que c'est s'immiscer dans son paysage intérieur que de vouloir nommer puis de forcer ça? En fait, le mot, c'est celui-là. Forcer, c'est jamais, en fait, l'attitude à avoir parce que plus le parent force, plus l'enfant devient silencieux et se met en retrait ou s'oppose. Je pense que l'idée, c'est de rester disponible, en fait, à ce qui est en train de se vivre. Parfois, est-ce qu'on a vraiment besoin de mots ou est-ce qu'on a plus besoin d'être consolé? Oui. Et de lui proposer cette option-là. En fait, quand elle n'est pas bien, je pense que tu vois qu'elle n'est pas bien. Je pense que tu décodes aussi qu'elle a l'air triste. Je pense que tu décodes aussi qu'elle a l'air résistante, elle ne veut pas en parler, ou qu'elle a l'air, au contraire, en colère. Donc, l'idée, c'est plus de respecter l'expression de son émotion et de lui faire des propositions de « Est-ce que tu veux que maman te prenne dans ses bras? Est-ce que tu veux rester toute seule ?» Parce qu'à ce moment-là, ce que tu lui dis, c'est « Tu sais, c'est bien correct ton émotion. Moi, je la valide ton émotion. Je veux juste te rappeler que je suis là pour toi. » Pourquoi c'est important de nommer l'émotion pour toi? Bien, c'est comme, dans ma tête, c'est de développer une intelligence émotionnelle pour être capable de se nommer après. Mais effectivement, peut-être que c'est pas... c'est juste d'avoir de l'espace pour la vivre et de ne pas être... Absolument. C'est ça, la première validation de l'émotion, c'est quand j'ai vécu mon émotion, à répétition, je n'ai jamais été jugée. J'ai senti que ma mère était là, puis qu'elle était près de moi, puis que si j'avais besoin d'elle, elle était disponible. Ça, déjà, c'est énorme pour un enfant, parce que si on te rappelle le nombre de fois où on a vécu des émotions, puis on s'est senti jugé par quelqu'un ou regardé bizarrement, mais si on avait eu une personne à ce moment-là qui nous avait simplement regardé en disant « je vois que c'est difficile, c'est correct, on s'en parlera, je peux faire quelque chose, je suis disponible, tu sais. » Donc ça, c'est après elle, parce qu'elle se sentira acceptée, validée dans ce qu'elle ressent, peut-être qu'elle va venir parler, ou peut-être qu'elle va mettre un mot, ou peut-être qu'à ce moment-là, après que l'émotion soit adressée dans le contact et dans la disponibilité, peut-être que c'est possible de lui dire « Tout à l'heure, tu étais triste. » Mais si elle n'est pas prête, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est moins ce qu'elle met en mots à cet âge-là que ce qu'elle ressent. Parce qu'elle va les mettre, les mots, plus tard, si elle se rend compte que maman n'a pas l'air effrayée, puis elle ne part pas en courant, puis elle ne me laisse pas tomber quand je vis mes émotions. Le travail est fait, je trouve, déjà, dans ta disponibilité. Oui. Déjà, c'est immense. C'est vraiment plus que ce que j'ai reçu comme enfant. Tu sais. Tout à fait. Et dans la relation de couple, c'est ça aussi qu'on recherche, quelqu'un qui est là, puis qui va rester là si on vit des émotions, sans nous regarder bizarrement. Oui. Ou tu sais, juste, moi, ça me faisait penser, quand tu décrivais tantôt, tu sais, comme la colère, c'est pas le temps d'avoir une communication. Non, tu sais, même toi, calme-toi, laisse l'espace à ton partenaire pour se calmer. Ça. Et après ça, parle de les excitants, mais sinon, il n'y a rien qui se passe. C'est juste un effet boule de neige. Ouais. Puis toi, tu dis que tu es anxieuse, mais tu dois avoir un partenaire qui est capable de t'accueillir dans ces émotions-là. Oui, bien... Est-ce que vous en parlez? Oui, bien, mon conjoint est très calme. Moi, je suis vraiment, vraiment très, très, très anxieuse. Puis j'ai été dans des relations avec d'autres personnes insécurisantes qui étaient souvent dans les... en tout cas, j'ai pas tout lu, mais déjà... Oui, souvent dans l'évitement. C'est le schéma le plus commun entre femmes-hommes. Ah ouais, c'est ça. Femme anxieuse, homme évitant.
Mais c'est ça. Fait que souvent, c'était ça. Fait que ça faisait des flamèches où on se comprenait pas bien. Ou justement, tu sais, j'ai eu des moments où est-ce que, pour moi, le pire, c'est comme l'abandon, vraiment dans toutes ses formes. Tu sais, mettons, s'il dit, je sais pas trop quoi, on se chicane, puis il dit, là, je m'en vais, puis je sais pas quand est-ce qu'il revient. Moi, pour moi, c'est là que... C'est fini pour toi. C'est la panique, là, tu sais. Puis, tu sais, j'ai eu une relation en particulier qui il y avait beaucoup de fuites comme ça. Puis pour moi, c'était extrêmement difficile parce que moi, non seulement ça me créait plus d'anxiété, mais ça me faisait juste être comme complètement en panique comme pas bien. Puis même si j'essayais de me calmer... Puis ça, c'est l'expression de la mémoire émotionnelle de l'enfance. C'est ça, mais c'est fou. Ça veut dire que c'est bien présent, même si ça fait longtemps. Puis ça, mettons, tu sais, je me rendais compte que c'était effectivement vraiment pas le schéma idéal. Puis là, maintenant, mon conjoint actuel est super sécurisant. C'est vrai qu'il est super super. En quoi, en fait, il est sécurisant? Ben, il me laisse vivre mes émotions. Puis quand je suis anxieuse, soit qu'il me rassure. Justement, c'est con, mais j'ai pas eu ça de mes autres relations. Il me rassure, puis c'est ça. Fait que soit il me rassure, soit il m'écoute, il s'en va jamais. Ouais. Puis aussi, c'est des choses que j'ai pu nommer. Tu sais, dire, moi, quand mon partenaire s'en allait, ça me faisait vraiment sentir pas bien, ou je dormais pas, ou tu sais... Puis en lui expliquant ça, lui, il a compris ça, puis il a pas fait ça, dans le fond. Fait il a été vraiment à l'écoute de ce que moi, ça me faisait, de comment moi, je me sentais, puis il comprend un peu d'où ça vient aussi. Puis contrairement à tous mes autres partenaires, il a comme respecté ça, puis il n'a pas été dans ces zones-là aussi. Parce que des fois aussi, dans la manipulation, quelqu'un peut dire « Ah, ça, je sais que ça lui fait mal, puis il le fait. » Malheureusement, savoir que c'est ça tes failles, puis parfait, je pars, puis il ne me donne pas de nouvelles. L'insécurisant n'ira jamais toucher à des zones d'hypersensibilité parce qu'il va respecter ça. Alors que dans les couples dysfonctionnels, ils vont utiliser ça pour atteindre l'autre, pour faire du mal à l'autre. C'est terrible. Mais au fond, c'est déjà vraiment beaucoup de vivre ça. Peut-être que la prochaine étape, ça pourrait être de ressentir quand l'anxiété monte et de tout de suite la nommer avec lui ou de développer en fait des modalités de réduction de l'anxiété. C'est-à-dire, je sens que je suis anxieux, qu'est-ce que je peux faire? Et moi, je parle souvent d'aller vers des valeurs sûres. Et valeurs sûres, c'est je suis anxieux, anxieuse, qu'est-ce qui fonctionne à tout coup et qui me calme? Une image? Du sport, de la musique, un thé, une couverture chaude, peu importe la formule, il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus. Il faut trouver en vous ce qui fonctionne. C'est un peu comme je fais le lien mais avec l'objet transitionnel de l'enfant. Absolument. Parce qu'en bas âge, c'est vraiment bien l'objet transitionnel d'attachement. C'est quoi ton objet transitionnel? Les bras de mon chien. C'est Saint-Jette. C'est Saint-Jette, elle est encore dans ma chambre. OK, c'est gênant. Ben, j'ai un petit singe, un toutou singe. C'est Saint-Jette, elle est toujours là. Pour vrai? Oui. Mais est-ce que tu l'entraînes sur tes plateaux de tournage? Non, OK, je suis un peu anxieuse avant de faire ma scène. Non, mais moi, c'était ça mon objet de transition. Mais on peut penser, mais à défaut d'un objet, en fait, on peut penser à un lieu. Moi, j'ai été élevé dans le sud de la France. Systématiquement, chez le dentiste, quand je suis anxieux, tout de suite, je ferme les yeux et je repars au bord de la mer. Parce que j'ai une image précise, en fait, et précisément quand j'étais dans la mer et j'étais au fond de l'eau et je regardais le soleil qui passait à travers l'eau, c'est mon image, c'est mon... Donc ça, un conjoint qui est sécurisant, une musique qui nous apaise, il faut aller vers quelque chose qui fonctionne à tout coup. Les respirations. L'anxiété, c'est une accélération interne de pensée, de rythme sanguin. Donc, la réponse, elle est dans retourner à un niveau de calme. À ce moment-là, l'idée pour toi, ça va être, et pour tous les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, ça va être aller vers ce qui vous calme et qui vous permet de retrouver un calme rapidement. Donc, des respirations profondes, fermez les yeux, respirez doucement et profondément, parce que si ça s'accélère, si je me mets tout à coup à respirer plus doucement, je renvoie à mon cerveau le signal de... Tout va bien. Tout va bien, il n'y a pas de danger, je suis en contrôle, mais en contrôle sain, en fait. Ouais. Et ça serait à essayer, en fait. Oui, vraiment. Ben oui, est-ce que tu faisais déjà ça? Ou... Oui, respiration, méditation, mais j'avoue que des fois, dans des moments de grande anxiété, tous ces trucs-là, des fois, on dirait que ça ne fonctionne pas, là, quand j'ai vraiment des grosses crises d'anxiété. Alors, l'idée, ça serait ça, c'est de voir, en fait, comment ta crise d'anxiété se déclenche et quels sont les signaux annonciateurs, parce qu'ils sont tous au niveau du corps. C'est peut-être que tu les identifies pas. Contraction, c'est beaucoup dans le diaphragme, le ventre. Et il faut intervenir tout de suite, en fait. Dès que ça commence à se contracter, les respirations, ça sera toujours disponible. Ouais. Même si que tu sois dans le métro, dans un taxi ou... n'importe où. Bien sûr. Donc, dès que les premiers signaux physiques apparaissent, c'est là qu'il faut intervenir. Des fois, on attend trop longtemps. C'est sûr, c'est sûr.
Ça, c'est quelque chose que tous les parents, justement, s'ils sont en train de vivre une situation de crise avec les enfants, avant d'intervenir, de prendre du temps de respirer. Oui. J'interviens pas avant 5 respirations profondes. Ça prend quoi? 30 secondes, 1 minute? Puis l'idée aussi, c'est de l'apprendre à l'enfant. Oui. Dès le bas âge, de dire, regarde, on va faire des respirations, on va faire un jeu, on va faire des respirations. Et de le faire, et l'enfant le fait. 1 minute, 2 minutes. On dit aux enfants, par exemple, mais tu t'énerves ça, ben, un enfant qui est anxieux, par exemple, on lui rappelle que son anxiété, t'inquiète pas, ça va pas durer, parce que les enfants pensent qu'ils vont rester anxieux. Ça va pas durer, c'est comme un nuage qui passe dans le ciel. Et ça, c'est des images comme ça qui, pour les enfants, ça fonctionne très bien. Puis à partir de quel âge on peut dire qu'il est capable de conscientiser justement ou régulariser plutôt ses émotions? Puisque je présume, on le disait, là, à 0 à 3 mois, on oublie ça. À partir de quel âge ça fait du sens de commencer à dire on va prendre des respirations, on va se calmer, tu sais, qui est assez mature neurologiquement pour le comprendre? Moi, je dirais que ce qui est vraiment fascinant avec les enfants, c'est qu'ils comprennent les intentions, ils comprennent les mots et l'intonation des mots. Donc, ils ne comprennent pas le sens du mot, mais ils ressentent l'énergie de la maman qui est calme, qui est bien intentionnée. Donc, vraiment en bas âge, quand la maman le fait pour elle-même, je conseille au moment de le nommer au bébé. Tu vois, là, je fais mes grandes respirations. Je suis bien et je suis bien avec toi. C'est d'avoir... Et d'utiliser aussi un ton de voix. Par exemple, on s'est rendu compte que si on baisse, si on réduit le ton de sa voix, ça a tendance à calmer les enfants. Parce que si je parle comme ça, tout doucement, c'est peut-être plus difficile de se mettre à crier et de se fâcher, parce que on ne répond pas. Par contre, si je commence à me fâcher, ben, l'enfant a envie de répondre sur la même tonalité. Donc, n'hésitez pas à diminuer le ton. Ben là, je vois que tu es énervé, mais je suis là, t'inquiète pas. Et l'enfant va s'habituer à ce que ce signal de voix-là, ça me dit que je ne suis pas en danger. Ma maman, moi, je ne suis pas en contrôle. Ma mère, elle est en contrôle. Elle n'est pas perturbée par mon émotion. C'est ça l'idée, hein, cette idée de régulateur. C'est je suis son thermostat. Littéralement. Je fais ça avec ma fille, tu sais, de moi, prendre conscience du ton avec lequel je parle. Puis là, je fais, je suis en train de monter avec elle. Moi, je me régule moi-même avant d'essayer de l'aider à se réguler. Puis j'essayais de la faire respirer. Tu sais, on a commencé très tôt. Moi, je le pratique dans ma vie, la respiration. C'est un outil comme... C'est dans ma poche. Là. Je me promène tous les jours avec ça, toute la journée. Puis de me dire, je veux lui inculquer le plus vite possible dans sa vie, c'est pour qu'elle l'ait. Mais elle résistait beaucoup, tu sais, parce que peut-être que je voulais l'imposer trop vite quand elle était dans un pic émotionnel de faire, on respire. Et là, elle était comme, pas de respiration! Puis là, elle est venue un peu comme détester la respiration. Puis là, j'ai lâché prise, puis je fais juste le faire moi-même. Et là, j'ai remarqué que depuis peut-être 1 an, elle le fait elle-même. Elle se rend compte que c'est quelque chose qui la régule, puis elle me suit. Moi, je me mets à respirer, je lui dis même pas, je lui ai expliqué pourquoi, puis elle le sait. Là, sa mère lui a fait des beaux exposés avec des PowerPoints sur les bienfaits de la respiration. Mais bon, là, elle est juste... Elle s'en rappelle, puis elle m'imite un peu. Puis là, je vois le miroir. Tu sais, je vois comment c'est ça, d'être juste en ma présence. Elle le fait, puis je trouve ça beau, vraiment. C'est un bel outil pour les parents, c'est que l'enfant apprend par observation. Donc, si vous faites, en fait, des choses qui sont aidantes pour l'enfant, il va vous imiter. Tu sais, de dire, là, calme-toi! C'est ça. Ou de dire, mais non, je ne suis pas énervé. C'est le non-verbal qui prend le dessus. Hein. Ça, on reconnaît nos parents un peu, des fois. Moi, c'est comme, hey, sac pas, tabarnak! C'est ça, chez nous, j'étais comme... Donc, un peu de cohérence ici, là, je trouve ça toujours très drôle. Je les aime. Mes parents sont parfaits. C'est des êtres colorés. Je les aime beaucoup. J'ai une question. Mais tu sais, parce que clairement, je peux apprendre à mieux canaliser. C'était un épisode vraiment intéressant. Je le sais, vous avez de la peine parce que là, je mets un terme à cette discussion. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir accès à la suite dès la semaine prochaine pour la partie 2 de notre échange avec Marc Pistorio, psychologue et médiateur. Il me fera plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.